Bonsoir et merci à vous d'être venus, nombreux. On vous fait face et on voit que cette salle est remplie. Parce qu'il nous amène ici et qui a d'abord tenu en quelques mots, nous ne céderons pas. Nous ne céderons pas évidemment aux commanditaires des assassins suicidaires de janvier, novembre aussi 2015 à Paris et à Saint-Denis. Nous ne céderons pas non plus à la peur aussi légitime qu'elle puisse être en réaction première à une agression. Et nous ne céderons surtout pas à l'instrumentalisation de cette peur par ceux, on les connaît, qui prônent régulièrement et systématiquement le repli sur soi, l'extrême droite pour ne pas la citer, mais aussi par ces premiers ministres ou anciens premiers ministres et autres figures politiques qui, à la droite comme à la gauche finalement de l'échiquier institutionnel, se lâchent depuis peu et invoquent de plus en plus ouvertement une soi-disant supériorité qui de telle société ou telle culture, qui de tel groupe humain. Pas question de céder à ces fantasmes nauséabonds et pas question non plus de céder à ceux qui prétendent qu'il faut restreindre les libertés individuelles et collectives au nom de la sécurité de chacun et de tous. C'est pour ça que nous disons non au projet de loi constitutionnel dit de protection de la nation, un non ferme et intransigeant à cette révision de la loi fondamentale française, à ces deux articles, on les rappelle, la constitutionnalisation donc de l'état d'urgence et la déchéance de nationalité des binationaux nés en France parce qu'auteurs de crimes gravement attentatoires à la vie de la nation. Un double non, à une double atteinte à nos principes démocratiques et à ces valeurs qui, loin de nous égarer, n'en déplaise à certains, nous fondent et nous permettent en fait de vivre ensemble et de vivre aussi debout. C'est définitivement non pour nous, Ligue des droits de l'homme, et au sein de la LDH, pour les militants de Paris, dont les sections se sont mobilisées pour organiser cette rencontre-débat ce soir. C'est non, et tout aussi fermement, pour de nombreuses autres organisations, syndicats, associations, des partis politiques aussi quand même, des collectifs. C'est non aussi pour le syndicat de la magistrature dont la secrétaire générale, Laurence Blisson, est à nos côtés ce soir. Bonsoir Laurence Blisson. Bonsoir. Vous êtes juge au tribunal de grande instance de Bobigny. Vous nous direz dans un instant ce que recouvre juridiquement cette révision constitutionnelle, ce qu'elle recèle, ce qu'elle menace et ce qu'elle accompagne aussi comme évolution plutôt inquiétante de notre législation pénale notamment. C'est non aussi pour Henri Leclerc, ici présent également. Bonsoir Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l'homme de 1995 à 2000, depuis président d'honneur de cette même LDH. Vous avez dit dès le lendemain, on va dire, de cette proclamation de l'état d'urgence en France, dans la nuit du 13 au 14 novembre dernier, vous avez dit votre inquiétude, vous avez tiré la sonnette d'alarme, comme militant des droits de l'homme, bien sûr, et comme avocat également, votre profession, je tiens à le souligner, réunie en Assemblée générale à la fin de la semaine dernière, le Conseil national des barreaux refuse, c'est une délibération adoptée samedi, la prolongation de l'état d'urgence et dénonce ses conséquences pour les droits de la défense et les libertés et démocratie en danger. Est-ce qu'il faut mettre vraiment un point d'interrogation? Vous nous éclairerez Henri Leclerc sur ces menaces. Enfin, avec nous, Françoise Dumont. Bonsoir à vous. Bonsoir. Françoise Dumont, présidente en exercice de la LDH. Nous avons intitulé cette soirée « État d'urgence, urgence des droits », comme des priorités qui s'affrontent. Les nôtres, vous nous le rappellerez, ce sont ces droits de l'homme basiques, malmenés jusque dans notre propre pays. Et répondre aux urgences des droits, eh bien, c'est peut-être contribuer à éviter que soit décrété un jour ou l'autre l'état d'urgence, n'en déplaise aux contempteurs de la sociologie et à leurs constantes insultes au savoir. Voilà pour cette présentation. 3 interventions qui vont se succéder les unes les autres. Après quoi, vous pourrez bien sûr intervenir et poser vos questions en sachant que nous sommes ensemble jusqu'à 22h, on va dire, guère plus en tout cas. Laurence Blisson, on commence avec vous. Nous vivons sous état d'urgence. Il est en place a priori jusqu'au 26 février, à moins que le Conseil d'État, à la demande de la LDH, en décide autrement. Le locataire de l'Élysée et son gouvernement voudraient même, on l'entend maintenant, le prolonger encore et en même temps le constitutionnaliser. Et on entend certains professionnels du droit notamment dire que ça ne serait pas forcément une mauvaise chose juridiquement. Alors,
Bonne introduction, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Je voudrais d'abord commencer par dire combien la constitutionnalisation n'est pas une affaire de juristes. Ça n'est pas une question technique, c'est une question éminemment politique, dont doivent se saisir les citoyens malgré le caractère parfois un peu complexe des enjeux qui sont mis en cause par ces questions. C'est une question politique qui doit être saisie par les citoyens, et ce, malgré l'urgence qui nous est imposée et l'aberration démocratique que constitue le fait d'envisager de modifier la Constitution, c'est-à-dire le socle de notre système institutionnel, dans un temps d'urgence, et donc dans un temps où, en réalité, l'émotion saisit tout, et il est, on le voit malheureusement, très difficile d'exprimer une opinion dissidente. Alors, pour expliquer la constitutionnalisation, et pour revenir un peu sur ces questions de est-ce que finalement la constitutionnalisation est une protection ou pas une protection, il faut d'abord revenir à ce qu'est l'état d'urgence. Et il faut, l'introduction, je dirais, commencer par la question de la peur. Et quand on parle de l'état d'urgence, il faut déminer la peur. Déminer cette peur légitime qui a saisi beaucoup de concitoyens et qui a fait que certains, beaucoup, nombreux, ont pensé que l'état d'urgence était une protection, que l'état d'urgence allait servir pour lutter contre le terrorisme et que c'était nécessaire, c'était indispensable pour nous protéger d'une action terroriste. C'est faux, et c'est une idée fausse sur laquelle le gouvernement a bâti toute une construction juridique. C'est une idée fausse qui avait conduit notamment le gouvernement l'année dernière à faire adopter des mesures de surveillance de masse au nom de la protection. C'est tout aussi faux avec l'état d'urgence. Pourquoi est-ce que je dis de manière très tranquille qu'il est faux de prétendre que l'état d'urgence était nécessaire, même dans les premiers jours qui ont suivi les terribles attentats terroristes? C'est parce que l'arsenal répressif antiterroriste est en France déjà extrêmement développé. Et que les deux mesures phares, c'est peut-être un peu haut, les deux mesures phares qui ont été mises en avant par le gouvernement au stade de l'état d'urgence, que sont les perquisitions administratives et les assignations à résidence, sont des mesures qui existent dans le droit pénal antiterroriste. Elles existent différemment, et c'est là que se niche le danger de l'état d'urgence. Pour expliquer les choses. Beaucoup ont cru, par exemple, que l'intervention policière à Saint-Denis se faisait dans le cadre de l'état d'urgence et n'aurait pas pu advenir sinon. C'est faux. Il y avait une enquête judiciaire qui a été ouverte à la suite d'un crime extrêmement grave et qui permettait notamment d'intervenir au domicile, même la nuit. On nous parle de perquisition administrative en nous disant qu'il n'était pas possible de perquisitionner dans des domiciles, par exemple, la nuit. C'est faux. La loi, les textes dérogatoires en matière antiterroriste, c'est-à-dire lorsqu'il y a une enquête en cours concernant des actes terroristes, et la définition française de ces actes est extrêmement large, puisque le droit pénal antiterroriste est notamment basé sur une infraction pénale très particulière, l'association de malfaiteurs, qui saisit en réalité des personnes, juridiquement, à un stade très précoce de la formation d'une idée terroriste. Autant dire que ce droit, par ailleurs, dont on pourrait discuter très largement sur sa compatibilité avec un certain nombre de libertés, ce droit existe et il pouvait être utilisé si l'objectif, et je dis bien si l'objectif, était vraiment d'interpeller des personnes ou d'enquêter sur des personnes qui étaient dans des filières terroristes. Sur les perquisitions, il n'y avait pas besoin de ces perquisitions administratives. Les assignations à résidence, maintenant. Il y a eu plusieurs centaines d'assignations à résidence et le gouvernement a prétendu que ces assignations à résidence seraient une protection contre les citoyens, pour les citoyens. C'est en réalité, le lapsus assez révélateur. Dans le cadre judiciaire, si une personne est mise en examen, c'est-à-dire si un juge dispose d'indices graves ou concordants, permettant de penser qu'une personne a commis une infraction pénale. Ça peut être détenir des armes, ça peut être une association de malfaiteurs terroristes, ça peut être un certain nombre d'infractions. Le juge d'instruction peut mettre en examen, placer sous contrôle judiciaire, la version judiciaire de l'assignation à résidence,
Et même, il peut, s'il estime qu'il y a notamment un risque de réitération de l'infraction, demander à un juge des libertés et de la détention de placer en détention provisoire. Autrement dit, la justice pénale est en réalité bien mieux armée dans les situations les plus graves, si vraiment l'enjeu est d'avoir une personne face à nous qui est tellement dangereuse, tellement intégrée dans un réseau terroriste et qui a commis des infractions pénales, préparatoires par exemple, elle peut être privée de sa liberté. Mais cela se fait dans un cadre, et c'est ça qui est important. C'est ordonné par une autorité indépendante, par un juge indépendant, et ça se fait dans un cadre procédural qui est clair. L'état d'urgence ne sert pas la protection des citoyens contre le terrorisme. L'état d'urgence sert les abus. On en a eu la preuve immédiate dans les mesures qui ont été prises quelques jours, quelques semaines après les attentats, dans la façon dont le gouvernement s'est senti absolument libre et absolument légitime à utiliser les outils de l'état d'urgence, les perquisitions et les assignations à résidence, par exemple, contre des militants de la coalition COP21. On en a la preuve également lorsque l'on voit que sur les plus de 3000 perquisitions administratives qui ont été menées, il n'y a eu que 4 enquêtes antiterroristes ouvertes. Il y a eu un certain nombre d'armes qui ont été saisies, c'est vrai, mais ce sont des armes qui ont été saisies dans un cadre qui n'a rien à voir avec le terrorisme et qui, dans certains cas, ont en réalité été saisies parce que des policiers ont saisi l'aubaine de pouvoir aller perquisitionner chez des personnes qu'ils avaient en ligne de mire. Pourquoi est-ce que l'état d'urgence est dangereux pour la liberté ? Parce qu'il crée un déséquilibre dans une démocratie. Il contrevient aux équilibres fondamentaux qui font notamment qu'on peut, dans une démocratie, porter atteinte à un certain nombre de libertés. On peut ordonner des mesures de privation de liberté si le cadre qui est défini par la loi est un cadre strict et si l'autorité qui en décide est indépendante de l'exécutif et qu'elle l'examine à l'issue d'une procédure contradictoire. Quelle est la base, dans l'état d'urgence, des perquisitions administratives et des assignations à résidence ? C'est un comportement suspect, c'est une attitude, c'est un cadre qui est extrêmement flou. Et c'est sur la base de ce critère, de l'idée selon laquelle il y a un risque, on peut supposer que dans tel lieu, une mosquée, un logement, un local associatif par exemple, eh bien, l'autorité administrative, le préfet, suppose que ce lieu serait susceptible d'être fréquenté par des personnes dont le comportement serait susceptible de causer un trouble à l'ordre public. Vous voyez bien le nombre de conditionnels qui se surajoutent. Et cette logique, en réalité, d'un critère qui est extrêmement vague et flou, et d'une suspicion, en réalité, qui vient justifier des atteintes massives aux droits, que ce soit le principe d'inviolabilité du domicile, ou, de manière plus attentatoire encore, la liberté d'aller et venir. La base du critère, c'est le premier danger de l'état d'urgence. Et cette logique-là, malheureusement, elle existe, cette logique d'ordre public dans notre droit, mais elle prend une ampleur absolument démesurée et extrêmement inquiétante. Le deuxième danger de l'état d'urgence, c'est la déficience du contrôle sur les mesures qui sont prises par les préfets et le ministre de l'Intérieur. Le contrôle juridictionnel a été vendu par le gouvernement comme une garantie de l'état d'urgence. C'est un contrôle par le juge administratif qui intervient a posteriori. Et ça n'est pas anodin quand on parle de privation de liberté aussi importante que celle d'être, par exemple, enfermé chez soi pendant de nombreuses heures chaque jour, empêché de sortir du territoire de sa commune, empêché de rencontrer un certain nombre de personnes, et ainsi de suite. Cette déficience du contrôle, elle tient au fait que le contrôle se fait a posteriori et que le contrôle se fait sur la base des critères que j'ai précédemment évoqués. Mais surtout, le juge administratif, et le Conseil d'État a rendu plusieurs arrêts en ce sens, a certes dit qu'il ferait un contrôle entier
de ces mesures, mais il a accepté deux choses. Il a accepté d'abord de fonder ses décisions sur des notes blanches, c'est-à-dire des écrits produits par les services de renseignement, non sourcés, qui évoquent des faits contestés, très contestables pour certains, mais difficiles à contester devant une juridiction. Comment prouver qu'on n'a pas fait quelque chose dont on nous dit qu'on l'a fait? Comment combattre les affirmations tendant à dire, par exemple, que parce qu'on était présent à un endroit, que parce qu'on a fréquenté un lieu, cela signifie que l'on est dangereux? La deuxième chose qui établit la déficience du contrôle, c'est le fait que le Conseil d'État a accepté, notamment dans ses arrêts autour des militants anti-COP21, de la coalition COP21 plutôt, a accepté l'idée selon laquelle on pouvait utiliser l'état d'urgence, je dis on, le gouvernement pouvait utiliser l'état d'urgence et par exemple assigner à résidence des personnes, pas parce qu'ils présentaient un risque terroriste, mais parce que ce qu'ils étaient susceptibles de faire, un trouble à l'ordre public, des manifestations, ce qu'ils étaient susceptibles de faire allait déranger la police. Et cette logique opérationnelle, c'est-à-dire ça n'est pas au nom de la protection contre le terrorisme, c'est pour faciliter des opérations de police que des personnes se sont vues privées de liberté pendant plus de 15 jours. C'est pour faciliter des opérations de police que des manifestations ont été interdites pendant tout le temps de la COP21, qui, elle, avait été maintenue, tout comme un certain nombre de manifestations commerciales. Eh bien, le Conseil d'État a validé cela. Il a été saisi par de nombreuses organisations et il statuera, je ne sais pas, en tout cas l'audience a lieu demain, pour demander la levée de l'état d'urgence. Au syndicat de la magistrature, nous sommes joints à cette question, mais à ce recours. Mais la crainte et la réalité à laquelle nous faisons face, c'est celle d'un contrôle absolument déficient. Et parce qu'on est contre l'état d'urgence, ce que nous avions affirmé dès le lendemain des attentats pour l'avoir connu, notamment en 2005, nous sommes contre et nous sommes fermement opposés à sa constitutionnalisation. Alors certains, et notamment le gouvernement, prétendent que la constitutionnalisation est nécessaire. Je suis désolée, ce mot est vraiment très compliqué à prononcer. Le gouvernement prétend que c'est nécessaire. En réalité, c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que le gouvernement veut tant constitutionnaliser l'état d'urgence. Il faut lire l'exposé des motifs du texte de protection de la nation. Je pense que rien que le titre du texte devrait nous inquiéter, à vrai dire. Mais ça, c'est peut-être une opinion très personnelle. Cet exposé des motifs nous dit « Le 20 novembre 2005, nous avons mis à jour la loi de 55. » Parce que c'est quand même intéressant de se rappeler loi de 55, le contexte, etc. Nous l'avons mis à jour, mais nous n'avons pas pu aller assez loin. Et donc, nous allons envisager d'intégrer ce texte dans la Constitution, ça nous permettrait d'aller plus loin. La logique est absolument absurde. Parce que s'il y avait un argument qui devait sauver la constitutionnalisation, ce serait un argument, je dirais, de juriste, d'un petit cercle de juristes qui vous dirait c'est important, et c'est pas faux, hein, dans un état de droit, il y a un principe de hiérarchie des normes, c'est-à-dire que logiquement, la loi doit être conforme à la Constitution, qui elle-même doit être conforme à un certain nombre d'engagements, et là, quand même, on a introduit un dispositif d'exception qui n'a pas vraiment de fondement constitutionnel. Mais cet argument-là, il vaudrait si le projet de loi constitutionnelle était un projet qui encadrait l'état d'urgence. C'est-à-dire qui lui fixait des limites, qui assurait un véritable contrôle sur ces mesures. Ce que ce texte ne fait pas, et pour cause, nous le pensons, non seulement parce que ce n'est pas l'objectif du gouvernement, qui veut pouvoir aller plus loin, qui veut pouvoir faire des contrôles d'identité sans limite, qui veut pouvoir saisir des biens sans limite, qui veut pouvoir empêcher des personnes de se mouvoir pendant les perquisitions administratives. Et donc, on est bien là dans une constitutionnalisation qui poursuit la fuite en avant vers toujours plus d'arbitraire, une remise en cause fondamentale du droit à la sûreté, qui est ce droit à la protection contre le risque d'arbitraire de l'État. La constitutionnalisation est pour nous dangereuse, elle l'est d'autant plus, comme je l'évoquais au départ, qu'elle est envisagée alors que nous sommes sous l'état d'urgence. Et il n'est pas de bonne législation, pour reprendre un peu une des formules de juristes, que d'envisager de modifier la Constitution dans l'urgence. C'est intéressant
de regarder, je dirais, le planning à venir du mois et demi qui vont se dérouler devant nous. On nous présente d'abord le texte de constitutionnalisation de l'état d'urgence. Je n'ai pas parlé de la déchéance de nationalité. C'est un chiffon rouge, dangereux, absolument inacceptable, mais le risque, c'est qu'il absorbe tous les débats. Nous allons avoir donc ce projet de constitutionnalisation. Et puis en parallèle, il y aura ensuite, le 26 février, la question du renouvellement, de la prorogation de l'état d'urgence, dont Manuel Valls nous a dit de manière extrêmement inquiétante qu'il se poursuivrait jusqu'à l'éradication de Daesh, à tel point qu'on se demande dans quel siècle il se terminera. Il y aura donc le 26 février cette question de la prorogation, et puis, entre-temps, un texte très technique lui aussi. Un projet de loi, alors j'ai plus l'intitulé en tête, il ne parle même pas de terrorisme. Projet de loi sur la criminalité organisée et assortissant la procédure pénale de plus de garanties, assurant son efficacité. Pourquoi je vous parle de ce texte alors qu'il apparaît pas comme ça, évidemment, lié à notre sujet? Parce que ce texte, il est le symbole et le signe évident de ce que la logique de l'état d'urgence, qui est une suspension de l'état de droit, contamine le droit commun, et qu'il y a en réalité une vraie perméabilité entre ce dispositif d'exception qu'est l'état d'urgence et ce qui est en train d'être fait de notre droit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Il y a des pouvoirs d'assignation à résidence pour le Premier ministre, pour le ministre de l'Intérieur. Il y a des pouvoirs de fouille de véhicules, de contrôle d'identité par le préfet dans des conditions qui ressemblent à celles qui sont permises aujourd'hui par l'autorité judiciaire et qui donnent déjà lieu à bien des dérives. Et puis il y a une extension incommensurable des pouvoirs d'enquête en matière antiterroriste de manière absolument démesurée, notamment en utilisant un certain nombre d'outils qui relèvent de la surveillance de masse. Et en réalité, qu'est-ce que va produire ce texte? Ce que l'on va voir en matière politique, c'est que ce qui ne sera pas rentré dans ce texte de procédure pénale ira dans l'état d'urgence, et inversement. La limite entre l'état d'exception visible et l'exception permanente qui s'insinue dans notre droit et qui le contamine, elle devient de plus en plus floue. Le mouvement n'est pas neuf. Il y a maintenant 1 an et demi, nous luttions ensemble, avec la LDH notamment, contre un projet de loi antiterroriste qui inscrivait dans les textes une interdiction administrative de sortie du territoire. Il y a un peu moins d'1 an, nous luttions contre la diffusion des méthodes de surveillance généralisées dans le cadre de la loi renseignement. Il y a 1 an encore, un rapport parlementaire nous annonçait l'avènement d'une interdiction administrative individuelle de manifester. Elle ne va certainement pas tarder à revenir, celle-là, l'interdiction administrative de manifester. Alors, la lutte contre ces dispositifs d'exception, ça doit aujourd'hui être une priorité de chacun. Il faut déminer la peur et saisir toutes les possibilités pour agir et lutter contre cette évolution extrêmement dangereuse qui n'assurera pas la protection contre le terrorisme, mais qui dévoiera la démocratie. Et c'est dans cette lutte que nous menons ensemble, que nous voulons faire forte dans la rue, le 30 janvier par exemple, à l'occasion de la manifestation, dans les tribunaux, à l'occasion des recours, mais aussi dans le lien que l'on peut nouer et dans l'explication, l'effort de pédagogie que chacun peut faire autour de lui. Merci Laurence Blisson. Ce projet de loi dont vous venez de parler... Projet de loi, on va lui donner son joli nom, hein. C'est le projet de loi renforçant la lutte contre la criminalité organisée et son financement, l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Il est, je vais faire de la pub pour un média, hein, c'est Mediapart, il est consultable dans son intégralité, ce projet de loi, depuis le début du mois, je crois, de janvier, oui. Sur le site de Mediapart. Si vous avez envie de le lire, vous pouvez le lire de bout en bout. Et si vous voulez vous prendre une petite somme de pages, nous venons de publier sur notre site internet l'analyse du syndicat de la magistrature sur ce texte qui est assez complexe. Et chose intéressante aussi, c'est qu'aux côtés du syndicat de la magistrature, on va retrouver
le syndicat majoritaire dans la profession, l'USM, qui également y voit des atteintes graves aux libertés, met en garde et dénonce ce projet en parlant de certaines dispositions, je cite là sa présidente, scandaleuses et dignes d'un État policier. Vous voyez que les échos sont un peu partout les mêmes.